Bonjour, bienvenue à tous dans les semaines de l'évolution professionnelle. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Avant de débuter le webinaire, je vais vous donner quelques consignes de fonctionnement pour pouvoir poser vos questions. En effet, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet « Questions » et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle se déroulent du 9 au vendredi 20 octobre 2023. L'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, opérateurs de conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants, organisent les semaines de l'évolution professionnelle avec, bien évidemment, en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital. Il est gratuit, il est accessible à tous et il place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour la présentation de ce webinaire par Axel de Collonges. Axel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monique. Donc, je m'appelle Axel de Collonges, je suis formateur consultant, et ce depuis 25 ans. Après une carrière de 10 ans en industrie, en plasturgie, où j'étais technicien et manager d'équipe. Donc, j'ai fait un choix dans ma vie professionnelle, un choix d'évolution professionnelle. Et après plusieurs organismes de formation, je suis installé donc, dans un organisme de formation qui s'appelle IFPA, depuis 2011. Et j'interviens dans le cadre de l'organisation des organismes de formation de la branche professionnelle qui s'appelle les acteurs de la compétence. Merci Axel. Et donc moi je vais me présenter, je suis Monique Fleury, je suis manager du service de conseil en évolution professionnelle des actifs occupés en Bourgogne-Franche-Comté pour le réseau EVA. Alors, le contenu de notre présentation aujourd'hui, donc, on va aborder les métiers de la formation et de l'accompagnement. On va dans un premier temps parcourir quelques perspectives et chiffres clés. Ensuite, la diversité des métiers du secteur de la formation et de l'accompagnement. On va s'intéresser au niveau d'études en fonction des métiers, de certains métiers que nous avons identifiés, de l'environnement et des statuts. Et je vais vous présenter le conseil en évolution professionnelle. Axel, je vous laisse la parole. Merci. Alors, pour commencer, on va vous donner quelques chiffres. Alors bon, il y a beaucoup de chiffres sur l'écran, hein, mais rassurez-vous, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez revoir un petit peu les chiffres. Je vais juste commenter un petit peu ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, quand on parle d'organismes de formation, donc la branche professionnelle des organismes de formation a fait une étude avec la DARES sur la répartition de la taille des entreprises. Donc vous pouvez voir par exemple sur le camembert que la majorité des organismes de formation sont de moins de 10 salariés. Donc c'est plutôt des TPE et des PME voilà, dans le paysage des organismes de formation. Et à côté, vous pouvez voir un petit peu le nombre d'établissements, environ 10 000 établissements en France. Voilà. Encore quelques chiffres. Donc ici, c'est l'évolution voilà, des effectifs dans la branche. Alors vous pouvez voir en dessous aussi que 61% des personnes sont des femmes et les plus de 50 ans sont très représentés, ce qui est assez logique puisque souvent les formateurs sont des formateurs qui ont fait une évolution professionnelle, donc une deuxième carrière. Donc là, on peut voir aussi eh bien, les différents contrats. Donc, vous avez du CDI, du CDD, voilà. Donc, je vous laisserai un petit peu regarder ces chiffres-là. Et une toute petite partie de salariés en alternance, notamment sur des contrats pro, où voilà, on est en constante évolution chaque année. On voit aussi que la répartition des contrats donc, par temps de travail
Donc, voilà, comme une grande partie de temps partiel hein, sur la formation. Alors, qu'est-ce qu'un formateur accompagnateur pour adultes? Donc, ici, vous pouvez voir un petit peu, alors je ne vais pas relire hein, tout ce qui est écrit, mais voilà, ce qui ressort vraiment du profil d'un formateur accompagnateur pour adultes, donc c'est de l'expérience en entreprise, un vrai choix de vouloir transmettre ses compétences et ses connaissances. Bien sûr, la formation pour adultes a une approche pédagogique qui est vraiment différente de l'école, hein, de ne pas reproduire la pédagogie de l'école, puisque là, on a affaire à des adultes. Et au niveau de l'accompagnement, donc l'accompagnement des adultes, c'est surtout beaucoup d'écoute et aussi de pouvoir proposer des solutions. Donc là, vous pouvez voir alors là, c'est un petit nuage de mots, vous pouvez vous retrouver là, un petit peu là-dedans, les contextes et les publics. Alors les contextes sont en noir et les publics sont en bleu. Donc vous voyez un petit peu toutes les typologies de public que le formateur ou l'accompagnateur ou le conseiller en insertion peut retrouver. Donc, vous avez des bénéficiaires de RSA, des demandeurs d'emploi, des cadres, des salariés, des managers, des dirigeants, des seniors, etc., des jeunes. Donc, ça prouve vraiment la grande diversité de ces situations de travail. Donc là, on a rappelé aussi les missions du formateur pour adultes. Donc là, il est issu hein, tout simplement du référentiel de compétences ou de la fiche métier. Donc n'hésitez pas à aller voir les fiches métiers officielles hein, sur Internet pour voir quelles sont les missions du formateur. Est-ce qu'on peut les parcourir, Axel, les missions? Donc vous voyez que le formateur intervient à tous les moments de la formation. Vous voyez évaluer en amont, par exemple, définir le contenu pédagogique. Donc c'est vraiment préparer l'entrée en formation. On conçoit des exercices, des mises en situation et on prépare, on anime un groupe de stagiaires. Donc les stagiaires, alors, certaines entreprises appellent les stagiaires apprenants. Après, c'est une histoire de vocabulaire. Hein. Toutes les organismes de formation ont un vocabulaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien sûr, évaluer les résultats, puisque une fois qu'on a réalisé la formation, on a des objectifs pédagogiques à atteindre, donc il faut bien évaluer ces résultats-là. Et le petit dernier, là, tout en bas à droite, est de plus en plus important, puisqu'il s'agit de la veille pédagogique et professionnelle, parce que le formateur pour adultes doit sans cesse connaître les évolutions du métier de formateur, mais aussi, s'il a une spécialité, par exemple un formateur en maçonnerie, doit connaître aussi les évolutions du métier de la maçonnerie et se mettre constamment à jour. Là, ici, on va parler un peu plus du conseiller en insertion professionnelle. Donc, il vient souvent, les deux métiers, conseiller en insertion professionnelle et le métier de formateur, sont très complémentaires, puisque le conseiller en insertion professionnelle va accompagner la personne tout au long d'un parcours avec l'intervention d'un formateur quand il y a formation. Donc là, vous voyez un petit peu les différents contextes et les différents publics du conseiller en insertion professionnelle. Donc vous voyez, hein, il y a plusieurs typologies de métiers, hein, moniteur d'atelier, psychologue du travail, coach, conseiller Pôle emploi, conseiller en évolution professionnelle. Donc tout ça, ce sont des métiers liés à l'insertion professionnelle. Donc ici, on reprend, comme on a fait pour le métier de formateur, on reprend un petit peu les missions du conseiller en insertion professionnelle. Hein. Pareil, ça vient vraiment du référentiel du métier. Donc, accompagner, donc accueillir, analyser la demande, accompagner les personnes dans le parcours d'insertion, et puis mettre en œuvre aussi tout un rouage aussi d'accompagnement, d'aide, et pour rediriger la personne vers les bons professionnels, et toujours se déplacer dans les entreprises, et bien sûr,
j'ai toujours laissé une petite part de veille relationnelle et professionnelle, voilà, parce que la personne qui est dans l'insertion professionnelle doit vraiment toujours se mettre à jour dans les nouveautés et notamment surtout les lois qui changent assez rapidement et constamment au fur et à mesure des textes et puis des évolutions du métier. Voilà. Donc on parlait de niveau d'études. Donc le métier de formateur et le métier de conseiller en insertion professionnelle, donc ce sont des titres professionnels, je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Les titres professionnels, ce sont des diplômes qui sont reconnus bien sûr au niveau national et qui sont délivrés par le ministère du Travail. Ces deux diplômes-là valident un niveau 5, qui, alors pour ceux qui sont un peu plus de l'ancienne typologie, avant on appelait ça niveau 3 avec les chiffres romains, donc c'est un niveau BTS en fait. Un bac plus 2. Bac plus 2, oui. Donc pour accéder à ces formations et à ces diplômes, il est souvent demandé un niveau 4, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un prérequis, puisque une expérience professionnelle confirmée peut suffire à entrer sur un parcours. L'important, c'est vraiment la volonté d'exercer le métier et de bien comprendre quelles sont les qualités indispensables du métier de formateur, du métier de conseiller en insertion professionnelle. Donc là, on a rajouté au milieu, là, vous voyez que la formation technique est vraiment indispensable parce qu'il faut être capable de concevoir un plan de formation, de concevoir un accompagnement et puis la capacité aussi à accompagner un groupe et à tenir un groupe. C'est-à-dire que le formateur, il va se retrouver en face de 10, 12, 14 personnes. Donc, il faut être capable de gérer un groupe en formation. Donc là, on a rappelé aussi les qualités indispensables. Donc l'écoute, la bienveillance, la capacité à prendre du recul, la capacité à se remettre en cause. Il y a des fois, moi, dans ma pratique de formateur, on me pose des questions, j'avoue souvent de dire, ça, je ne connais pas ce sujet-là, je ne sais pas répondre à votre question. Par contre, on va y travailler, on va regarder et on va rechercher la réponse ensemble. C'est ça qui est important. Et puis, bien sûr, la curiosité. La maîtrise du numérique, aujourd'hui, est indispensable pour ces métiers-là, puisque tout se passe sur Internet, sur des dossiers et des contacts numériques. Et puis, bien sûr, le respect des différences et la neutralité dans tous les domaines. Donc, le métier de formateur pour adultes, il peut s'exercer dans plein d'endroits différents. Sur une partie en entreprise, donc ça peut être en industrie, sur le terrain ou directement sur le poste de travail. Aujourd'hui, on a la formation en situation de travail le formateur intervient vraiment dans l'entreprise, sur le poste de travail de la personne. Et de l'autre côté, vous avez les centres de formation professionnelle. Dans la formation professionnelle, ici, c'est les centres de formation privés, les établissements éducatifs, un peu plus public, et puis bien sûr des plateaux techniques. Les centres de formation ont souvent un plateau technique, surtout s'il s'agit de formation où il faut savoir maîtriser un certain savoir-faire. Et puis bien sûr, la formation en ligne, donc la classe virtuelle ou le e-learning. Alors la différence pour ceux qui ne savent pas, la classe virtuelle, vous avez les personnes en face à face, mais derrière un écran. Et le e-learning, c'est de la formation qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire que la personne qui fait la formation l'a fait sans intervention de formateur, sans face à face, et donc un peu comme elle veut. Et aujourd'hui, et bien sûr demain, alors on est déjà demain, la formation, elle est multimodale, c'est le terme qu'on utilise, ou alors vous pouvez entendre blended formation, où on va mélanger toutes ces modalités-là. Donc du présentiel en centre de formation, en entreprise sur le poste de travail, et en ligne, en classe virtuelle ou en e-learning. Et tout ça est mélangé. Au niveau du statut de formateur pour adultes, là, ça devient intéressant aussi de savoir, une fois que j'ai fait mon évolution professionnelle et je suis certifié comme formateur pour adultes,
qu'est-ce que j'ai comme choix d'entreprise. Donc, soit vous êtes salarié, donc salarié dans un établissement plutôt public ou assimilé, comme l'AFPA, vous les connaissez, hein, l'AFPA, le Greta, le CNAM, les CCI, ça peut être des CFA publics ou des CFPPA, etc. Ou alors salarié dans un centre de formation privé. Et là, vous pouvez peut-être en connaître, hein, j'en ai mis un certain nombre, voilà, dont l'IFPA, le Sésame, peut-être que vous connaissez, voilà, Stello, Aftral, des choses intéressantes. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas salarié, vous êtes indépendant. Et donc là, c'est de l'auto-entreprise. Vous pouvez travailler en libéral, en entreprise, sur facture, voilà, vous intervenez. Là, du coup, vous gagnez un petit peu en liberté, puisque vous fixez vous-même les prix, les thèmes sur ce dont vous voulez intervenir, etc. Par contre, oui, il faut avoir quand même une part de commercial, parce qu'il va falloir aller chercher des contrats. Alors là, c'est la petite conclusion un petit peu là sur ce métier de formateur ou de conseiller en insertion professionnelle. C'est avant tout un choix de vie et un choix de conviction, et puis d'aimer vraiment cette relation humaine. C'est vraiment le premier point. Vous avez une grande diversité de spécialités, puisque si vous venez d'un métier spécifique comme l'industrie et puis de la conduite de machine, eh ben, vous allez pouvoir faire de la formation et être formateur dans la conduite de machine, par exemple. Une grande diversité de métiers, c'est vrai, de postes de travail, et puis vous avez le choix entre beaucoup de contrats et de statuts. Donc, soit vous choisissez vraiment un statut très particulier. J'ai discuté avec une formatrice il n'y a pas bien longtemps qui me disait, moi j'ai voulu être indépendante pour avoir plus de temps pour moi et puis de pouvoir choisir mes interlocuteurs, choisir mes entreprises. C'est vraiment à vous, aux personnes qui veulent faire ce métier-là, de choisir. Après, il faudra bien avoir ça en tête aussi, c'est qu'il y a une énorme mutation du secteur de la formation professionnelle, parce qu'il y a plein de certifications différentes. Il faudra prendre en compte aussi la situation de travail. Aujourd'hui, dans les modalités, vous avez bien la formation présentielle en centre, en face à face, la formation à distance et la formation en situation de travail. Depuis la loi 2018, on a cette modalité qui a été rajoutée et qui est vraiment très très intéressante pour les entreprises. Bien sûr, il y a la nouvelle VAE. Il ne faut pas oublier aussi l'intervention de l'intelligence artificielle qui modifie un petit peu le fonctionnement du métier et la préparation. Donc c'est un secteur qui est vraiment où il faut vraiment rester en veille et être au courant aussi des réformes successives qui interviennent, notamment dans les différentes lois de travail, où il y a toujours une part de formation professionnelle d'adultes à l'intérieur. Donc il faut bien se renseigner sur ces sujets-là. Voilà pour moi. Merci Axel pour toutes ces informations sur les métiers de la formation et de l'accompagnement. Et vous avez la possibilité de vous faire accompagner par le conseil en évolution professionnelle si vous êtes intéressé par ces métiers. Et nous allons voir en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est public. Il est défini comme constituant un processus d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit. Il est confidentiel, c'est-à-dire que lorsque vous venez voir un conseiller en évolution professionnelle, ce qui se dit avec le conseiller reste confidentiel. Il est neutre, il est accessible, c'est-à-dire que c'est un service de proximité et il est impartial. Alors, comment se décline-t-il au niveau des différents opérateurs et à qui il s'adresse? Donc, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, nous avons donc le réseau EVA, dont je fais partie, le groupement Évolution, BGE, Antea RH pour la Corse,
Axis pour la Martinique et Retravailler pour la Réunion. Donc, il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différents publics. Donc, les opérateurs dont je viens de vous parler donc s'occupent des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Par salariés du secteur privé, on entend les salariés qui sont en CDI, les salariés en CDD, les intérimaires, les intermittents. Par indépendants, ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles et ce, quel que soit l'âge et le secteur d'activité. Pour les salariés qui ont un statut cadre, ce sera l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sera l'Union nationale des missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera Cap emploi. Alors, quel est l'objectif de ce service? Donc, dans le conseil en évolution professionnelle permet d'aborder différents sujets liés à la mobilité. Et vous avez la possibilité de nous solliciter pour des questions liées à l'évolution professionnelle, au développement des compétences, à la reconversion ou à la transition professionnelle, à la reprise ou à la création d'entreprise, à l'obtention d'une certification professionnelle, là on vient d'en parler, pour les métiers de formateur et de conseiller en insertion professionnelle. Donc vous allez pouvoir obtenir un diplôme ou acquérir une qualification par une action de formation ou éventuellement par la validation des acquis de l'expérience. Vous pouvez aussi nous solliciter pour des questions liées à la mobilité interne ou externe. Alors, concernant la mobilité interne, donc ça peut être bien évidemment la préparation d'un entretien professionnel, ça peut être l'acquisition de nouvelles compétences et donc vous allez travailler avec votre conseiller en évolution professionnelle sur la stratégie d'évolution interne. Et en ce qui concerne une mobilité externe, il s'agira de travailler avec votre conseiller sur votre CV, votre lettre de motivation, la préparation à un entretien de recrutement. En fait, ce service permet de recourir à différentes prestations et aux acteurs utiles à la diversité des besoins exprimés par les salariés. Alors, comment il se décline concrètement ce service ? Donc, il se compose de 2 niveaux de service. Le premier niveau de service, c'est ce qu'on appelle un conseil individualisé et adapté, qui va permettre au salarié d'exprimer sa demande et son besoin et d'accéder à un premier niveau d'information, que ce soit sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, sur des dispositifs de financement, etc. Et la personne va pouvoir identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Ensuite, elle va accéder à un deuxième niveau de service qui est un accompagnement personnalisé, qui va permettre à la personne d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de son projet. Elle va construire un plan d'action pertinent et être accompagnée dans sa mise en œuvre. Et donc, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle en vous rendant sur notre site dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » sur www.mon-cep.org. Donc là, Axel, nous allons aborder les questions qui sont posées. Nous allons regarder quelles sont les questions qui ont été posées. Alors, j'ai une attestation de suivi de formation de formateur. Cette formation est certifiée Calliope. Je ne souhaite pas être indépendant. Est-ce que cela est suffisant pour postuler en lycée professionnel ou dans un autre? Alors, donc là, le lycée professionnel, c'est pas un organisme de formation pour adultes, hein, c'est vraiment pour. Ben oui, c'est de la formation initiale. C'est l'éducation nationale. Là. Oui. Il faudrait se diriger plutôt sur l'éducation nationale.
Ok. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Calliope après, oui, effectivement. Alors, parmi tous les métiers de la formation professionnelle, lesquels sont les plus porteurs aujourd'hui pour une reconversion? C'est le métier de... Les deux sont intéressants, hein, que ça soit formateur pour adultes ou bien CIP. pour le CIP. Hein, bien sûr qu'il y aura toujours besoin. Après, les plus porteurs, ça dépend ce qu'on appelle les plus porteurs, mais il y aura toujours besoin de toute façon. Hein, donc, dirigez-vous là-dessus et puis allez voir les offres d'emploi surtout. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Vous allez travailler tout ce qui est marché de l'emploi, identifier les offres d'emploi et voir si c'est un métier porteur ou pas dans le territoire. Et ça dépendra toujours du bassin d'emploi. Exactement, c'est en fonction du territoire où vous vous trouvez. Hein. Axel, peut-on se former au métier de formateur en distanciel en étant salarié? Alors, se former au métier de formateur en distanciel, oui, bien sûr. Il existe des organismes de formation qui font une formation 100% à distance. Mon avis personnel, c'est de dire que si vous voulez être formateur, vous allez être formateur en face de personnes. Et si vous faites 100% à distanciel, bah, vous n'allez pas vous mettre en situation et vous risquez d'être en difficulté le jour où vous êtes en face d'un groupe en formation. Après, c'est votre choix à vous. Je ne peux pas décider. Après, en étant salarié, oui, ça, tout à fait. Plus, oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Alors, j'ai une question. Je suis salariée en CDI dans le privé. Et je suis accompagnée par un CEP. Est-ce que je peux faire des stages avec une convention de stage ou des périodes d'immersion dans les métiers qui m'intéressent pour me réorienter? Oui, tout à fait. Nous avons une convention de délégation avec Pôle emploi qui permet donc aux salariés de réaliser ce qu'on appelle des PMSMP, des périodes de mise en situation au milieu professionnel, pour vérifier la faisabilité de son projet et s'assurer de la véritable représentation du métier ciblé. Donc, tout à fait. Je dirais même que c'est indispensable. Et c'est même conseillé de faire des PMSMP. Oui, il faut aller voir. Oui. Alors, je voulais savoir si le titre de pro FPA, titre pro de formateur pour adultes, était indispensable pour accéder au métier de la formation. Pour ma part, je débute la formation en question demain, mais je voulais savoir si c'était la meilleure voie. Je suis désolé, je ne vais pas te donner de réponse catégorique. Ça dépendra beaucoup de choses. Pour moi, de mon point de vue personnel, oui, la formation est vraiment indispensable parce que vous allez pouvoir acquérir des techniques, non seulement déjà pour préparer vos formations, et puis aussi un vocabulaire professionnel quand on parle d'objectifs pédagogiques, d'évaluation sommative, d'évaluation intermédiaire. Enfin, oui, il faut avoir quand même cette base-là dans ce métier-là. Hein. Il faut être armé, en fait, quand vous allez arriver après en formation. Donc, moi, je dirais oui. Il y avait un autre morceau de la question. Non. J'ai une question. Comment devenir conseiller en évolution professionnelle? Donc, oui, c'est une bonne question. Alors, il existe, à ma connaissance, 2 actions de formation qui délivrent, il me semble, une qualification de conseiller en évolution professionnelle. Mais sinon, on peut devenir conseiller en évolution professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que les parcours des conseillers en évolution professionnelle sont très variés. Donc, on a des personnes qui ont un master en psychologie, on va avoir des personnes qui ont travaillé dans le secteur de la formation, on va avoir des personnes... Enfin, c'est vraiment très, très varié et c'est ce qui en fait la richesse, justement. Donc, il n'y a pas un profil type
on a des gens qui ont fait des formations de conseillers en insertion professionnelle, qui ont travaillé quelques années et puis qui ont intégré des postes de conseillers en évolution professionnelle. Enfin, c'est assez varié. Donc, il suffit de contacter les mandataires et de déposer un CV pour voir si vous avez une possibilité d'intégrer ce service. Alors, quelles sont les différences entre les métiers de formateur et d'ingénierie de la formation? Alors, quelque part, il n'y a pas énormément de différence, alors que ce qu'on peut dire, c'est que le formateur va faire beaucoup plus de présentiel et puis d'action de formation, et que l'ingénieur de la formation va concevoir, en fait, à partir de référentiels, ou de faire des réponses à des appels d'offres, par exemple. Donc, les deux, enfin, le type Pro FPA mène en tout cas aux deux. Ça dépendra toujours aussi de votre intérêt et d'aller peut-être un petit peu plus loin sur chacun des deux métiers. Si vous faites un type Pro FPA, de toute façon, dans le référentiel, il y a de l'ingénierie de formation, donc l'ingénierie de conception à partir de référentiels. Donc vous allez pouvoir après vous diriger, ça dépendra de l'entreprise où vous vous trouvez, de l'évolution que vous allez pouvoir faire dans une entreprise. Je peux peut-être donner mon cas personnel comme exemple. Donc moi j'ai obtenu un titre Pro FPA en 2007 maintenant. Ça me semble très loin. Donc j'ai été formateur et puis en phase de groupe. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix d'évoluer dans mon métier et puis de me former à la conception de modules e-learning, par exemple, mais toujours en gardant avec un pied sur le terrain. C'est quand même si vous êtes ingénieur pédagogique, de savoir comment se comporte un groupe, comment ce que vous concevez va être reçu par des personnes et puis des apprenants, il me semble vraiment très, très important. Voilà. Donc, la grande différence, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce que vous préférez, être très en face à face, vraiment dans le rapport humain, ou être dans la conception. Alors, je regarde pour les questions qui remontent le plus. Alors, comment peut-on avoir une liste exhaustive des centres de formation publics ou privés? Il existe des sites l'idéal, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous accompagner sur l'identification des différents organismes de formation en fonction de votre projet. Il va vous permettre aussi de vous donner des informations sur l'offre de formation. Et tout ceci dépendra aussi du territoire sur lequel, où vous êtes situé. Voilà. Alors, je regarde les questions. Alors, j'en ai une. Quelle est la durée des formations pour obtenir un TP de formateur et un TP, un titre pro de CIP? Alors, sur la durée des formations, généralement, c'est, on peut dire entre 4 et 8 mois. 8 mois. Voilà, Oui, 4 et 8 mois. Il y a des périodes de stage, bien évidemment. Hein. On est sur de la formation théorique en centre ou à distance, et puis on a des périodes en entreprise. Hein. Exact. Oui, de toute façon, pour le type Pro FPA, par exemple, il y a une obligation de réaliser un certain nombre d'heures en entreprise pour pouvoir passer le titre professionnel. Et c'est bien qu'il y ait cette obligation-là, puisque ça vous met vraiment en situation. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est presque indispensable de faire une PMSMP, une immersion en entreprise pour vraiment valider le projet. Là, c'est la même chose pour le type pro de formateur. Donc, la durée, oui, ça va entre 4 et 8 mois. Quels organismes proposent ces formations? Donc, il y a beaucoup d'organismes. Nous, on le propose à l'IFPA.
Et nous, il fait 6 mois. Et allez, presque la moitié, c'est de l'immersion en entreprise. Hein, après, tous les organismes, si vous regardez un petit peu sur Internet, il y a, j'allais dire, c'est pas le bon terme, mais il y a beaucoup de choses différentes qui se font. Tout est une question d'objectif. Il est important de comparer l'offre de formation. Oui, ça, c'est très important. Au niveau de la durée, de la modalité pédagogique, des tarifs, hein, bien évidemment, puisqu'il y a des écarts importants, et des périodes en entreprise, les périodes de stage, le nombre d'heures de formation en centre. Donc tout ceci, il est vraiment, ce sont des indicateurs auxquels il faut faire très attention. Il ne faut pas hésiter à contacter les organismes de formation pour savoir comment ils fonctionnent. C'est vrai que c'est important aussi. Après, il existe de tout. Hein. Vous pouvez faire un petit pro de formateur. J'ai vu une formation qui durait 2 mois. Après, quid de la qualité? Je suis pas capable de juger, mais ça dépendra toujours de l'objectif, quoi. Il y a une question là. Quelle est la différence entre un conseiller en insertion professionnelle et un CEP, un conseiller en évolution professionnelle? Donc, le conseiller en insertion professionnelle, il peut aussi aborder des problématiques sociales au-delà du... C'est pas que centré sur le pro. La majorité du public accueilli, je pense, est un petit peu différent entre le CEP et le CEP. Le service de conseil en évolution professionnelle, donc on va être sur un champ très très large, comme on l'a vu tout à l'heure, qui aborde des questions liées à l'évolution professionnelle. Je regarde. Alors, là, j'ai une question. Avec juste un bac, je lis les propos, hein, et 25 ans d'expérience dans le même métier, est-il possible d'intégrer une formation où les critères d'intégration sont forcément d'un niveau bac et plus? Alors, pour le métier de formateur, non, ça suffit largement. Hein. Bah oui. Et pourquoi juste un bac? Ça, oui. Je sais pas, moi je trouve que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Et puis 25 ans d'expérience dans le même métier, au contraire, vous pouvez très bien être formateur ou formatrice dans le métier que vous avez exercé depuis 25 ans. Donc, effectivement, il va falloir accéder à une formation qui va vous donner les techniques, les outils, hein, la boîte à outils du formateur pour pouvoir exercer le métier de formateur dans votre expérience. Merci Axel. Alors, je regarde. Après, il ne faut pas oublier aussi que le métier de la formation, c'est la formation, ce sont des marchés souvent. Donc, ça peut être des marchés publics et qui durent un certain temps. Quand vous êtes formateur pour adultes pour un métier, par exemple, pour faire passer un diplôme en 4-6 mois, eh ben, si vous êtes intervenant pour cette formation-là, vous avez un contrat pendant 4-6 mois. C'est là où il va falloir retrouver derrière une autre entreprise pour exercer à nouveau. Alors, j'ai une question. Après 30 ans d'expérience en tant que manager, quel VAE est-il utile de faire pour faire valoir son expérience du métier pour former demain? Donc, après, il va falloir savoir dans quel secteur. Manager, c'est très vaste. Donc, l'idéal, c'est d'aller rencontrer soit un conseiller, enfin, c'est pas soit, il faut aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour déjà faire un point avec vous et il va vous orienter vers un point relais conseil VAE pour voir sur quelle certification vous pourriez vous orienter pour valider votre expérience.
Euh, Après, il faut voir si la VAE est vraiment... est-ce qu'il y a vraiment besoin de valider votre expérience de 30 ans via une VAE? Voilà. Il faut que vous puissiez définir avec un conseiller en évolution professionnelle quel est votre objectif surtout. Parce que peut-être que vous pouvez rentrer tout de suite en formation de formateur et peut-être que ça suffit. Hein. Pouvez-vous confirmer l'anagramme PNNCP, s'il vous plaît, afin que je puisse me renseigner? En fait, c'est PMSMP. Du coup, j'ai un doute. C'est période de mise en situation en milieu professionnel. C'est ce qu'on appelle des immersions. Voilà. PMSMP. Alors, pour vous aider, il y a un site internet qui est lié à Pôle emploi qui s'appelle Immersion Facilitée. Alors, l'immersion facilitée, c'est un site qui va vous donner plusieurs informations. Vous avez la possibilité de trouver des entreprises accueillantes en fonction, je ne sais pas si vous voulez, je dis, être formateur, vous allez aller faire une recherche et voir si vous avez un organisme dans la plateforme de l'immersion facilitée qui accueille des PMSMP et ainsi, ensuite, vous pourrez aller voir votre conseiller pour qu'il réalise avec vous une convention pour vous couvrir pendant que vous êtes en PMSMP. Alors là, Axel, c'est sur quels critères qualitatifs choisir son organisme de formation pour le titre professionnel de formateur pour adultes? C'est un peu compliqué là, parce que venez chez nous, on est les meilleurs. Alors, des critères qualitatifs, après, aujourd'hui, tous les organismes de formation qui sont encore, qui sont présents, ils sont tous certifiés Calliope. Calliope, donc c'est le label qualité des organismes de formation. Donc, quels critères qualitatifs? Ça dépendra aussi de la vision de votre métier. Moi, pour moi, si j'étais à votre place, j'irais voir les organismes de formation qui me proposent une formation mixte, avec du présentiel, avec des formateurs en activité qui me forment moi-même. Je pense que c'est ça le plus important. Le 100% présentiel, je suis même pas sûr que ça existe encore, et il faut pas non plus. Donc, il faut vraiment du mixte pour pouvoir voir un petit peu toutes les facettes du métier. Parce que quand vous allez exercer comme formateur ou formatrice, vous allez être dans des situations soit en présentiel en face d'un groupe, soit en présentiel en individuel, ça peut exister aussi, quand vous faites de l'accompagnement de parcours, par exemple. Et puis, vous allez exercer aussi en classe virtuelle. Donc, il faut que vous puissiez être armé pour toutes ces facettes de métier. Donc, quels critères qualitatifs il faut aller voir? Je ne suis pas un grand fan des avis sur Internet, mais allez voir quand même. Allez voir quand même, ça peut donner aussi une idée, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas se fier que aux avis sur Internet, mais il faut quand même les regarder. Il faut peut-être aller voir un petit peu les organismes de formation. Et puis, bien sûr, si un organisme de formation est implanté dans la région depuis 20 ans ou depuis 25 ans, ça peut être aussi un bon critère qualitatif. On peut peut-être également aussi prendre contact avec des stagiaires qui ont fait la formation. Oui. Pour échanger avec eux et savoir un peu, pour avoir leur retour. C'est toujours intéressant aussi. Oui, ça, vous pouvez les contacter via LinkedIn, par exemple. Utilisez les réseaux sociaux, je ne fais pas de pub, mais les réseaux sociaux professionnels peuvent être intéressants pour avoir des avis aussi. Alors, j'ai une question. Peut-on solliciter le conseil en évolution professionnelle pour un accompagnement à la reconversion professionnelle si on est démissionnaire de l'éducation nationale sans inscription à Pôle emploi? Pour être éligible au service du conseil en évolution professionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut être salarié du secteur privé ou indépendant.
Et donc là, si vous n'êtes pas salarié, parce que là, au vu de votre situation, vous n'êtes pas salarié du privé, vous dites pas que vous avez un contrat de travail, donc vous ne pouvez pas. Il faut qu'on regarde l'heure, on a encore un peu de temps. Alors, une question intéressante, Monsieur de Collonges, pouvez-vous nous décrire un exemple de journée type de votre métier de consultant formateur? Il y a pas de journée type. Chaque journée est différente. Et c'est ça qui est vraiment super dans ce métier-là. C'est que un jour, on peut être en face d'un groupe très hétérogène de personnes entre 20 ans et 55 ans sur une thématique. Le lendemain, vous pouvez être formateur directement dans une entreprise pour faire une formation en situation de travail. Et puis le surlendemain, dans une classe virtuelle avec des managers et des cadres. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Après, il faudra toujours avoir quand même en tête plutôt un schéma plutôt qu'une journée type. Un schéma, c'est je dois faire une intervention, quel est l'objectif de la formation? Je parle beaucoup d'objectifs, c'est vraiment ça le plus important, l'objectif de la journée. Quel est l'objectif de ma semaine, etc. Et baser en fait les activités qu'on va proposer aux apprenants, baser ces activités-là par rapport à cet objectif-là. Et bien sûr, comment j'évalue l'atteinte des objectifs à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est très peu répétitif en fait, le métier de consultant formateur. Donc c'est très très varié. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est intéressant. Merci Axel. J'ai une question. Pour un cadre en recherche d'emploi, est-ce qu'il faut s'adresser à l'APEC? Alors, vous pouvez voir avec l'APEC, mais votre opérateur de conseil en évolution professionnelle, si vous êtes inscrit chez Pôle emploi, c'est Pôle emploi. Après, rien ne vous empêche de vous renseigner auprès de l'APEC, mais votre opérateur dédié, c'est Pôle emploi, puisque vous dites que vous êtes en recherche d'emploi. Alors, j'ai une question. Quelles sont les conditions de travail du métier de conseiller en évolution professionnelle? Les horaires, salaires, échanges avec des pairs? Alors là, c'est très variable d'une structure à une autre. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre contact avec des conseillers en évolution professionnelle pour échanger avec eux, pour faire une enquête métier et avoir ainsi toutes les informations qui vous intéressent. J'ai une question sur la FEST. Allez, allons-y. Axel. Quel est le degré de maturité de la FEST? Quels prérequis pour agir dans ce domaine? Alors, le degré de maturité de la FEST, j'imagine que vous parlez de si c'est très répandu dans les entreprises. Non, pas énormément encore. Par contre, c'est vraiment, ça commence et c'est vraiment l'avenir. Les entreprises vont beaucoup aller sur cette modalité-là. Alors, ça sera plutôt dans des entreprises de moins de 50, puisque c'est des financements OPCO. Alors, je ne sais pas si c'est des organismes collecteurs, vous irez voir sur Internet, et ça dépend de chaque branche. Donc, voilà, la FEST, oui, c'est très intéressant. Quels prérequis pour agir dans ce domaine-là? Toujours pareil, moi je vous conseille vraiment de vous former. Il existe des formations de référents à FEST. Nous, on peut en faire des formations de référents à FEST. J'ai été formé, moi, il y a 3 ans maintenant, je suis référent à FEST et j'ai passé une certification donc de référent à FEST avec un organisme qui a qui est assez connu là-dessus, qui s'appelle C-Campus.
je fais pas de pub non plus, hein, c'est juste, voilà, il va y en avoir d'autres, il y en aura d'autres, mais voilà. Donc c'est vraiment une modalité très, très intéressante. Voilà. Mais il faudra toujours que cette modalité-là soit un complément aussi des autres modalités. Donc il faut avoir un petit peu toutes les facettes, quoi. Merci Axel. Une autre question. Peut-on être salarié et indépendant? Oui, tout à fait. Vous pouvez avoir le double statut de salarié et indépendant. Oui. Alors nous, on a des formateurs qu'on prend en CDD en temps partiel et qui sont à côté, qui ont leur propre SIRET. Ils sont auto-entrepreneurs et ils peuvent intervenir sur d'autres formations, des individuels, des choses comme ça. On est au courant, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On sait que les métiers de la formation sont souvent au début du temps partiel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Merci Axel. Alors, une autre question. Au moment d'un arrêt maladie, arrêt de travail en fait, est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce qu'on peut profiter pour faire une formation? Alors, pour se former durant un arrêt de travail, vous devez avoir l'accord de votre médecin conseil, puisque c'est la sécurité sociale qui prend en charge vos indemnités journalières et vous pouvez vous former uniquement avec l'accord du médecin conseil. Sans cet accord, vous ne pouvez pas vous former. Alors, on a abordé beaucoup de questions. Donc ça, on a abordé, on a déjà répondu. J'ai vu passer une question là, peut-être qui peut être intéressante sur les deux formations. Là, celle-là. Ah, alors, la question c'est: quelle différence entre la formation de conseiller en insertion professionnelle et la formation de formateur pour adultes? Alors, c'est comme on l'avait bien expliqué dans la petite présentation, c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu vite là-dessus. Le conseiller en insertion professionnelle, son métier, ça va être vraiment de l'accompagnement individuel. Et le formateur pour adultes, dans le référentiel, c'est bien de l'animation de groupes de formation ou individuels, mais il y a quand même dans la formation de formateur pour adultes, dans le référentiel, un bloc de compétences sur l'accompagnement, mais l'accompagnement de l'apprenant en formation. Donc c'est deux métiers différents, deux référentiels différents. Après, suivant l'expérience après du formateur pour adultes, il peut être amené à faire énormément d'accompagnement individuel, donc de pouvoir accéder après à des postes de conseiller en insertion professionnelle. Et le contraire est vrai aussi. Un conseiller en insertion professionnelle peut aussi avoir envie d'aller voir ses collègues formateurs et puis dire tiens, moi ça m'intéresse, et de basculer petit à petit sur la formation pour adultes. Donc il y a une différence parce que c'est pas le même référentiel, c'est pas le même type pro, et ça dépendra toujours aussi de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Il va falloir choisir. Merci Axel. J'ai une question. Une personne diplômée en formation master responsable d'organisme et ingénierie peut-elle devenir conseillère en évolution professionnelle? Donc oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, les profils des conseillers en évolution professionnelle sont variés, ce qui en fait la richesse. Et donc, vous avez la possibilité de devenir conseillère en évolution professionnelle. Je parcours les questions. Alors, quel est le salaire moyen d'un formateur? Je sais pas, moi, entre le SMIC et... Ça dépend de plein de choses. Ça dépendra énormément de choses. Ça dépendra
de votre statut, ça dépendra si vous êtes salarié indépendant, si vous êtes dans le secteur public, dans le secteur privé, ça dépendra aussi des marchés de formation. Voilà, si vous êtes sur un marché de formation sur des niveaux de CAP, par exemple, on demande moins de compétences que si c'est pour être formateur sur un niveau plus 2. Donc, c'est énormément variable. Voilà. Après, je parle toujours de mon cas parce que je me connais bien. Quand j'ai fait le choix de devenir formateur, c'est pas la première chose que j'ai regardée. Et quand j'étais chef d'équipe en industrie, en plasturgie, j'étais beaucoup mieux payé qu'en tant que formateur. Par contre, je faisais les 3 postes, je faisais du 3-8, des heures sup, beaucoup de responsabilités, très peu de temps familial. Donc voilà, c'est un choix. Oui, les conditions de travail n'étaient pas les mêmes. Les conditions de travail, c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est les conditions de travail. Je sais que le salaire, c'est important, mais regardez aussi les conditions de travail. Merci Axel. Une autre question. Comment trouver la bonne formation de formateur pour soi? Le CEP peut-il nous aider? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que ce service vous permettait d'aborder différentes questions liées à l'évolution professionnelle. Et dans ce cadre, vous allez pouvoir travailler avec votre conseiller sur l'offre de formation et comparer l'offre de formation et vous orienter sur l'organisme qui vous conviendra. Axel, je pense que nous allons nous en arrêter là. Alors, sachez que vous aurez la possibilité de retrouver le replay de cette présentation sur www.semaine-évolution-professionnelle.fr. Nous vous remercions pour votre participation. Merci vous avez beaucoup. été nombreux et bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.